convie à une expérience exceptionnelle qui va consister à l'exhumation d'un paysage disparu. Il s'agira du paysage urbain du Barry. Le Barry est un terme occitan qui désigne à l'origine le rempart et qui par dérivation en est venu à désigner les rues qui en font le tour, soit à l'intérieur, mais le plus souvent à l'extérieur du rempart. Ainsi le Barry devient dans certains villages le lieu de la promenade vespérale. De ce terme Barry, on en a tiré le verbe baruler, qui signifie se promener, mais aussi tourner en rond et aller et venir sans but. Nous allons donc baruler virtuellement et faire le tour du village à l'extérieur des remparts et nous rendre compte, grâce à la 3D, de ce à quoi pouvait ressembler cet espace si particulier. Nous livrons une expérience 3D cartoonesque qui ne cherche pas l'exactitude de la reconstitution. Il s'agit seulement de donner une idée de ce à quoi pouvaient ressembler les alentours du village. La particularité de cet espace est liée à sa proximité avec le village. Les terres cultivées les plus proches sont les plus appréciées, les plus productives, les plus chères. Tout cela parce que ces parcelles sont celles qui accueillent le plus de fumier. Cela parce qu'elles sont proches du village, donc très surveillées. Du coup, on trouve là des types de production qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le finage dès qu'on s'en éloigne. Les jardins sont près des remparts, voire collés à lui, les luzernes aussi. Puis on trouve aussi des terres céréalières à haut rendement. On sait qu'on pouvait obtenir sur les terres les mieux fumées jusqu'à 5 fois plus de grains. 15 grains récoltés pour un semer, alors que la moyenne était lors des bonnes années de 3 à 4 grains récoltés pour un semé. Ces terres fumées à l'excès étaient des trésors agraires. Comme les jardins, elles sont murées. Ainsi, le pourtour du village de Saint-Nazaire présente la plus haute densité de murets de pierres sèches de tout le territoire. Et des murets qui peuvent être parfois très hauts, atteignant la canne, c'est-à-dire les 2 mètres, cernés de ronces placées à dessein pour dissuader l'escalade. Ces jardins sont d'une importance capitale pour l'alimentation des villageois. Espace de haute productivité, cultivé tout au long de l'année, le jardin s'attire le meilleur fumier qui soit, les fientes tirées du poulailler. Il produit 1000 choses, dont ces choux que l'on récolte en hiver et qui, agrémentés d'un peu de lard, permettent de survivre. Ici, jusqu'au XIXe siècle, qui voit s'éteindre les disettes, la faim et donc son corollaire l'alimentation sont une source d'angoisse constante. On le remarque à ces murets de 2 mètres de haut qui ceinturent les jardins. Pour autant, s'il faut nourrir les hommes, il a fallu également nourrir les animaux qui se déclinaient en chevaux, rares, en bœufs, rares et cantonnés dans les grandes métairies isolées, comme au Brusquet, en ânes, nombreux et plutôt montés par les femmes dans la région, comme nous le précise Jean Racine, qui passa quelques mois à Uzès, tout près d'ici. En mules, nombreuses et dédiées au labour, et donc chargées de tirer l'arrière, et en moutons, dont le troupeau global équivaut à quelques 300 têtes, avec des hauts et des bas, liés aux épizooties, qui déciment les troupeaux régulièrement. Mais en déambulant autour de notre fort villageois, en 1631, nous découvrons aussi des champs de luzerne. Celle-ci fournit un excellent fourrage dédié à l'hostellerie et donc aux chevaux des voyageurs. Ces 2 champs de luzerne et l'hostellerie appartiennent aux plus aisés des paysans du Cru, le sieur Jean Coste, bayle du lieu, fils de Barthélemy Coste, qui lui aussi était déjà le représentant du seigneur. Et aussi loin qu'on remonte, on trouve toujours un Coste à ce poste. Autour du village, on trouve aussi un mûrier esselé, sans doute reliquat d'une tentative de développement de la sériciculture avortée par les ancêtres de ce Jacques Fabre, dont la maison est hors le fort. Enfin, quelques bâtisses ont risqué, comme celle de ce Jacques Fabre, l'aventure à l'extérieur des remparts. Il y a d'abord la maison des Bailles, les Costes, qui même si la maison seigneuriale leur est inféodée, résident à l'extérieur, marquant ainsi leur domination sociale, leur altérité. Représentant du comte de Grignan, un des plus puissants seigneurs de la région, ils marquent ainsi leur position sociale. On pourrait imaginer une ferme comme celle-ci, fermée sur elle-même, avec, comme précisé dans le compois,
son étable, sa fénière pour le foin, sa cour et son ubise, entendez son abri sous toit. Enfin, le long de la route, cerné de chemin, comme le précise le compois, il y a l'hostellerie.